Orphée de Cocteau est une œuvre très personnelle, dont l'auteur a dit y trouver plus de lui-même que de cinéma. Orphée est sorti en salle en 1950, 4 ans après La Belle et la Bête. La Belle et la Bête est le plus grand succès populaire de Cocteau, et le film lui a permis d'avoir une reconnaissance en tant que cinéaste. Orphée est le deuxième film d'une trilogie traitant de l'interprétation de ce mythe par Cocteau. Le premier est Le sang d'un poète, le troisième, Le testament d'Orphée. Ce film puise son inspiration dans un ensemble hétéroclite d'influences qui n'est pas sans rappeler l'aspect mondain de Cocteau qui fréquenta presque tous les plus grands artistes du XXe siècle. D'un point de vue esthétique, le film est inspiré par le surréalisme, mouvement dont Cocteau fera partie de façon très temporaire. Cette influence est particulièrement visible dans le traitement de la zone, cet espace entre le monde des vivants et celui des morts. Le nom de la zone elle-même est inspiré directement du poème d'Apollinaire qui commence ainsi. À la fin, tu es là de ce monde ancien, bergère ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Tu en as assez de vivre de l'antiquité grecque et romaine, etc. Répondant au poète, Cocteau propose de moderniser la légende d'Orphée. Cette modernisation passe évidemment par l'époque où se situe le film, où l'on peut assez directement reconnaître Cocteau et le Saint-Germain-des-Prés des années 50, mis en scène dans un lieu fictif quelque part entre Paris et Villefranche-sur-Mer. Elle passe aussi par une réinterprétation du mythe où l'histoire d'amour avec Eurydice est laissée de côté pour revenir à la tradition plus ancienne de la descente aux enfers. Ainsi est exposée la topographie et le fonctionnement administratif de l'au-delà. En suivant Rainer Maria Rilke, poète austro-hongrois qui était son contemporain, Cocteau associe le mythe d'Orphée à celui de Narcisse. C'est probablement dans ce rapprochement qu'il dit le plus de choses de lui. Miroir. Miroir, jamais encore savamment l'on l'a dit, ce qu'en votre essence vous êtes. Intervalle du temps, comble de trous, tel des tamis. Vous gaspillez encore la salle vide, au crépuscule, profond comme un bois, et le lustre traverse ainsi qu'une ramure, de serre votre air inaccessible. Vous êtes quelquefois plein de peinture, plusieurs semblent passer en vous, d'autres, vous les laissiez aller, farouches, mais la plus belle restera, jusqu'à ce que dans ses joues lisses, claires et défaits, pénètre le narcisse. Dans le film, la langue du poète n'appartient ni à ce monde, ni à l'autre monde. Il parle une langue à part, que lui seul et de rares semblables sont capables de comprendre. C'est ce qui apparaît dans la fascination d'Orphée pour les phrases émises par la radio. Il est intéressant de noter un parallèle dans ces scènes avec les émissions de signaux par radio pendant la guerre, et que toutes les phrases sont de Cocteau, même les chiffres dans lesquels Cocteau voyait de la poésie, et qui peuvent renvoyer à l'univers de la musique. Donc toutes les phrases sont de Cocteau, sauf une, qui est une phrase d'Apollinaire adressée à Cocteau. Les oiseaux chantent avec les doigts. Les anges dans le film sont des prototypes du poète, et comme Orphée est attiré par sa mort, Heurtebise est attiré de l'autre côté par Eurydice. Les anges d'ailleurs ne sont pas considérés comme de simples figures statiques. Heurtebise change de métier entre les films et la pièce initiale écrite par Cocteau. Comme il le dit, la vie est longue à être mort. L'état de mort totale, auquel on aspire toujours, n'existe pas. Partant de ce constat, Cocteau a théorisé une phénixologie, c'est-à-dire une renaissance permanente du poète que l'on observe dans le film. Le poète, en passant plusieurs fois par la mort, est rendu immortel. Les nombreux effets de lecture des images
en marche avant et en marche arrière, suggère que le poète est un lien entre l'autre monde et celui-ci, et qu'il en apporte un peu de sa magie. De nombreux objets et symboles parsèment le film. L'automobile et les motos, par exemple, sont une modernisation du cheval que monte Hadès. L'eau et les miroirs rappellent aussi le domaine de la mort, par évocation des fleuves infernaux, mais aussi parce que notre image est renvoyée par ces surfaces. Cette cristallisation de soi est un préalable à plonger dans les ténèbres de l'inconscient. On observe à plusieurs reprises ce plongeon lors des traversées des miroirs. De l'autre côté, attend la zone. Cette zone rappelle le domaine du rêve. En effet, dans la zone, la notion de temps est abolie. Cocteau souligne ce fait en montrant que l'heure d'entrée dans le miroir est la même que l'heure de la sortie. La notion d'espace est aussi annulée avec la déambulation sans direction des personnages. On retrouve dans la zone différents éléments de l'histoire du film d'Orphée, avec l'apparition du vitrier par exemple, qui rappelle que dans la première pièce écrite par Cocteau, Heurtebise était un vitrier. Le décor, filmé dans les ruines de Saint-Cyr-l'École, rappelle les bombardements de la guerre. Au-delà de la zone se trouvent des pièces, dont une dans laquelle siège un tribunal. Ceci peut aussi rappeler la guerre et donne une idée de la topographie de l'autre monde imaginée par Cocteau, entre le religieux, paradis, purgatoire, enfer, et une inspiration libre des topiques freudiennes. Des éléments laissent à penser que Cocteau évoque sa propre sexualité dans le film. La rencontre avec la mort dans la biographie de Cocteau commence tôt, car son père est décédé par suicide quand il avait 9 ans. Le thème du suicide sera repris avec le personnage d'Heurtebise. Ensuite, le film commence par le décès d'un jeune poète, où l'on peut voir une évocation de la mort prématurée du jeune Raymond Radiguet. Cocteau est aussi confronté à la fausse couche d'une de ses maîtresses, probablement suite à la prise régulière d'opium du couple. Plus symboliquement, ce film a été tourné au moment de la séparation de Cocteau et de Jean Marais, qui interprète Orphée. Le nouvel amant de Cocteau étant Édouard d'Hermite, qui interprète ses gestes. La question de Narcisse apparaît alors comme une évocation de l'homosexualité de Cocteau. Les miroirs sont aussi source de mort, car par eux transite notre amour de nous-mêmes, dans lequel Narcisse se perd, tombant dans le bassin. Cette scène est très explicitement représentée dans le film, avec Jean Marais endormi au-dessus d'une petite surface d'eau réfléchissante. Cocteau, reprenant les théories psychanalytiques de l'époque, met en parallèle du mythe de Narcisse l'amour homosexuel, compris littéralement comme amour du même, donc de soi-même, qui demeure stérile et est ainsi lié à la mort. L'homosexualité féminine est aussi évoquée avec le personnage d'Aglaonis, qui entretient de mystérieuses relations dans son club de femmes avec celles qu'elle appelle ses servantes, dans un rapport plus que probablement sadomasochiste. Cocteau nous donne à voir un Orphée plus intéressé par lui-même et par la poésie qu'intéressé par sa femme qui pourtant le désire au point de vouloir braver la mort pour un seul regard, dans un écho lointain du mythe d'Héros et Psyché. Eurydice, cependant, est délaissée pour les émissions de Ségeste et le retour aux enfers, avec l'impossibilité de se regarder, est traité comme une comédie burlesque qui ne s'achève pas dans un dernier regard d'amour, mais dans un coup d'œil de voyeur dans un rétroviseur. Tout au long du film, le voyeurisme est suggéré par le jeu des miroirs sans teint. Les gants pour traverser le miroir ont une explication technique. Le miroir traversé étant en fait du mercure, les gants étaient nécessaires pour que les acteurs ne s'intoxiquent pas. Il semble vouloir aussi signifier autre chose de plus énigmatique. Orphée nous montre aussi un Cocteau triste, sous les effets de la comédie, avec des amours impossibles et une tonalité presque mélancolique. Orphée néglige sa femme et devient irritable, replié sur lui. On pourrait l'imaginer presque délirant, avec une abolition du temps et de l'espace, en proie à une dépression sévère. Les rappels de la guerre sont nombreux dans l'autre monde, il est difficile d'y mettre un sens, comme dans un rêve récurrent. Le bruit éclatant des motos ou des costumes suggère aussi la marque profonde laissée par ces événements encore récents.
Autrement dit, Cocteau nous parle aussi probablement d'un traumatisme de guerre. Ainsi, Cocteau a livré une vision mythique, tout à fait personnelle du mythe d'Orphée, en entreprenant de le moderniser. L'évocation de Narcisse y occupe une place centrale, permettant à l'auteur de parler de lui dans les détails les plus intimes et d'exposer ce qu'était pour lui la poésie, mais aussi de façon détournée sa propre tristesse. Le miroir occupe une place centrale, et un miroir sera d'ailleurs placé devant son cercueil au moment de sa mort. Peut-être pour lui permettre de passer dans l'autre monde, pour mieux en revenir. Merci de votre attention.